Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans les actus data et analytics de novembre. On va parler d'une mise à jour réglementaire assez majeure sur Adobe Analytics et la SNIL. Oui, On verra aussi des petites choses sur Looker Studio et puis surtout une technique d'optimisation pour BigQuery. exactement. L'objectif, c'est vraiment de vous donner l'essentiel pour rester à la page, surtout sur la conformité et puis l'efficacité technique. C'est crucial. Alors commençons par Adobe Analytics. La SNIL l'a reconnue comme potentiellement exemptée de consentement. C'est quand même une grosse nouvelle, non? Oui, c'est une avancée notable, c'est vrai, mais attention, il y a beaucoup de si. C'est pas du tout automatique. Ah bon? Quelles sont ces conditions alors? Déjà, et c'est sans doute le plus contraignant, il faut obligatoirement faire configurer la solution par les services professionnels d'Adobe. Sous leur contrôle. D'accord. Et surtout, ne plus toucher à cette configuration après leur intervention. Ok, donc ce n'est pas juste une case à cocher dans l'interface. Et le client, lui, il a encore des responsabilités. Ah oui, tout à fait, le client doit signer les conditions spécifiques d'Adobe, le fameux DPA, l'accord de traitement des données, et il reste le responsable final du traitement. Et techniquement, il y a autre chose. Oui, il faut mettre en place un segment très spécifique pour bien exclure les visiteurs qui n'ont pas donné leur consentement. Et ce segment, il doit avoir au moins 10 visiteurs uniques pour être pris en compte par Adobe. 10 visiteurs uniques minimum. D'accord. Et si on ne passe pas par les services pro d'Adobe, alors là, c'est simple. Toute la charge de prouver que la configuration respecte les critères d'exemption de la CNIL repose sur l'entreprise elle-même. C'est un point important pour la conformité RGPD. C'est très clair. Bon, passons aux outils. Une petite nouveauté sur Looker Studio, vous disiez, sur les filtres. Oui, un petit ajustement, mais qui peut être utile. Maintenant, par défaut, les personnes qui consultent un rapport voient les filtres sur lesquels ils peuvent agir. D'accord. Mais l'éditeur du rapport peut choisir de leur montrer aussi les filtres qui sont fixes, ceux qui sont appliqués en amont et qu'ils ne peuvent pas changer. Ah, d'accord. Et comment on active ça? C'est simple? Oui, c'est dans les options de partage du rapport. Il y a une petite case à décocher, quelque chose comme empêcher les lecteurs de voir les filtres avancés. C'est tout. Mais ça apporte plus de transparence sur ce qui est vraiment montré. L'astuce du mois, la clusterisation dans BigQuery. Expliquez-nous un peu. Alors, la clusterisation, c'est une technique d'optimisation de stockage dans BigQuery. L'idée, c'est de regrouper physiquement les lignes qui ont des valeurs similaires dans certaines colonnes qu'on choisit. On peut en mettre jusqu'à 4. Et l'intérêt principal, c'est de faire aller les requêtes plus vite et de payer moins cher. Et exactement. Quand les données sont regroupées comme ça, BigQuery a besoin de lire, de scanner beaucoup moins de données quand on fait des filtres ou des regroupements sur ces colonnes clusterisées. D'accord. Le choix des colonnes est donc essentiel. Il faut prendre celles qu'on utilise souvent dans les clauses where ou group by. Ok. Et éviter les colonnes avec trop de valeurs uniques, comme les ID, ou pas assez, comme un simple vrai-faux. L'ordre compte aussi. La plus filtrée en premier, puis les autres par cardinalité décroissante. Cardinalité décroissante, c'est-à-dire du plus grand nombre de valeurs différentes au plus petit. C'est ça. Et concrètement, le gain, il est visible. Ah oui, les chiffres sont assez parlants. L'exemple qu'on avait vu montrait une requête qui scannait 1,2 Teraoctets de données avant clustering, Oui. et après seulement 350 gigaoctets. Le temps d'exécution est passé de 45 secondes à 12 secondes. Ah oui, quand même, hein. Donc on parle de 70% de données en moins à lire et 73% de temps gagné. L'impact sur les coûts et la performance est direct et souvent très important. C'est un algorithme qui permet d'estimer le nombre de valeurs uniques très rapidement, et surtout en utilisant beaucoup moins de ressources qu'un comptage exact. C'est une approximation, mais très efficace. Et le gain est significatif? Un exemple montrait une réduction des coûts de requête de 93%. Bon, c'est un cas précis et il y a une petite marge d'erreur, mais pour beaucoup d'analyses, c'est largement acceptable vu l'économie. 93%, c'est énorme. D'accord. Et il y avait autre chose sur GA4? Oui, une analyse intéressante sur le paramètre Session Start. Comprendre comment il fonctionne peut aider à réduire le fameux Not Set dans les sources de trafic, ce qui arrive quand GA4 n'a pas l'info au tout début de la session. C'est un souci fréquent. Très intéressant tout ça. Donc, pour résumer, il faut être vigilant sur la conformité, bien lire les conditions des outils comme Adobe Analytics. Absolument. Ensuite, ne pas hésiter à optimiser techniquement, comme avec la clusterisation BigQuery, pour les coûts et la performance. C'est essentiel. Et enfin, garder un œil ouvert sur les nouvelles techniques comme HLL ou les analyses pointues de GA4. Tout à fait. Le diable est dans les détails, et ces détails techniques peuvent vraiment faire la différence. Et peut-être la question plus large, c'est comment intégrer cette veille, cette intelligence technique, de manière plus proactive dans nos stratégies data au quotidien.
Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!